Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres du 18 février aura lieu à Samandeni dans le Oué. En route pour Bobo Dioulasso, le président du Faso et le Premier ministre ont eu droit à des bains de foule. Une grève de 48 heures est observée aujourd'hui et demain par les syndicats membres de la coalition contre la vie chère qui exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative en 8 points, dont la relecture de la loi 013. Le Mardi Gras marque le début du carême catholique qui débouchera sur la fête de Pâques. Origine et importance de ce mardi pas comme les autres dans ce journal. Bienvenue donc au journal de 20h sur la RTB. Le président du Faso et le Premier ministre ont pris aujourd'hui la route direction Bobo Dioulasso où auront lieu plusieurs manifestations dont l'hebdomadaire Conseil des ministres délocalisé à Samandeni. Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida ont eu droit à un bain de foule à Boromo, Oundé et Bobo Dioulasso. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean Zongo, Ernest Kambiré. Pour cette première sortie de l'exécutif de la transition au grand complet dans le Grand Ouest du Burkina, depuis que le processus de la transition est enclenché, le président du Faso Michel Kafando et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida ont rallié Bobo Dioulasso par la route. En route donc pour la capitale économique burkinabé où il est prévu une série d'activités dont l'hebdomadaire Conseil des ministres délocalisé, le président du Faso Michel Kafando et le chef du gouvernement ont eu droit à un bain de foule. Boromo dans les Balais et Oundé dans le Tui sur la nationale numéro 1 avant Bobo Dioulasso. Une foule en liesse, des Burkinabés enthousiastes au passage du cortège présidentiel. Au pied-à-terre du chef de l'État, les Bobolais sont sortis. L'ambiance est euphorique. Nous sommes venus pour voir le président avec son premier ministre qui est M. Zida, que tout le monde adore à Bobo ici. On est content, très très content, on ne sait même pas quoi faire. On a mobilisé parce que les gens intègrent comme ça, il faut qu'on mobilise pour les attendre. Malgré qu'on n'a même pas bien passé le message, c'est cette mobilisation qui est là. Mais on se donne rendez-vous le jeudi pour pouvoir être en face à face avec lui-même au Palais de la Culture. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'ai saisi la main du président du Faso et le Premier ministre aussi. Vraiment, j'étais vraiment très contente. Et l'ambiance était vraiment bien. On attendait quand même le gouvernement ici un peu à Bobo pour voir dans quelle mesure ils allaient nous expliquer certaines facettes de la transition par rapport aux actions qui se mènent dans le pays. Comme c'est pour venir faire un conseil des ministres avec tout son staff, c'est très significatif. Et nous, à Bobo, on aime que ces choses se fassent. Quand un gouvernement réfléchit avec tout son staff pour dire qu'il vient poser des... Enfin, non seulement venir faire son conseil des ministres, et ensuite permettre à la population de s'exprimer au niveau de la Maison de la Culture, pour nous, c'est un événement. À Bobo Dioulasso, l'exécutif de la transition prévoit notamment en marge la tenue du Conseil des ministres de ce mercredi 18 février délocalisé à Samandeni, des visites d'unités industrielles et des rencontres avec des forces vives des hauts bassins et des cascades. Pour la deuxième fois cette année, le Conseil des ministres se tient hors de Ouagadougou. C'est à Samandeni que l'hebdomadaire réunion des ministres planchera autour des dossiers qui lui seront soumis. Que pensent les populations du Oué de ce Conseil des ministres délocalisé? Karim Sissé a recueilli des avis à Bobo Dioulasso. Voici son reportage. C'est un secret de polichinelle. Le Conseil des ministres du 18 février 2015 se tiendra dans la ville de Bobo Dioulasso, une première pour le gouvernement de la transition. Dans les rues de la capitale économique du Burkina, les avis sont partagés sur le sujet. C'est une bonne initiative. Bon, si vous pouvez voir la réalité de Bobo un peu, c'est ça, ce serait une bonne initiative. Selon moi, le Conseil des ministres à Samandeni, là, moi, je ne trouve pas ça vraiment idéal. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire mieux que ça, que d'aller faire des conseils. Autant pour moi que le pays même n'est pas tout à fait à ce que la population veut. Oui, concernant le Conseil des ministres, je trouve que c'est une bonne idée qu'on a eu à délocaliser ça ici à Bobo. Depuis un certain temps,
plusieurs usines tournent au ralenti dans la zone industrielle. Au centre-ville de Bobo-Dioulasso, les petits commerçants se tirent les cheveux pour joindre les deux bouts. Et certains souhaitent que le gouvernement prenne en compte ce volet. En ce qui concerne les systèmes qui sont déjà implantés, je trouve que ces systèmes sont en difficulté. S'il peut aussi les aider pour développer ces sociétés, ça va beaucoup nous arranger. Pour diminuer aussi le taux de chômage. Nous entendons le gouvernement pour plusieurs choses à savoir. Le relancement de Bobo-Dioulasso, surtout le riz, les 6 mètres, personne ne peut marcher. À partir de l'hivernage, tout le monde est coincé. Ça, c'est un second eau. Les jeunes, ils n'ont qu'à trouver du boulot pour les jeunes. Quand tu vas gagner une histoire, parce qu'on ne gagne pas à manger. C'est à manger pour tout le monde. Il n'y aura pas d'histoire. Selon le programme, c'est à Samandéni que le gouvernement se retranchera pour le Conseil des ministres. De l'avis de certaines personnes, ça sera une occasion pour Michel Kafando et l'ensemble des ministres de constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction de ce barrage. Sur le Samandéni, c'est freiné, c'est une politique. Ils n'ont qu'à faire tout. On a entendu l'enveloppe pour venir 30 francs. L'enveloppe pour venir 30 francs. Nous sommes personne rien ne fait. Nous souhaitons que ça n'a qu'à être fini dans les délais prévus. Les Bobolais entendent réserver un accueil chaleureux au gouvernement. Et ils espèrent que ce déplacement de Bobo va relancer les activités socio-économiques de la ville. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, avant de partir pour Bobo-Dioulasso, a reçu hier soir en audience les membres de la table filière Carité du Burkina, accompagnés de ceux de l'Alliance globale pour le Carité du Ghana. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec le secrétaire permanent du G5 Sahel, qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina. Sié Sylvestre Draman Guéné. Ouagadougou abritera du 23 au 25 mars prochain la 8e conférence mondiale sur le Carité. Au Premier ministre, la table filière Carité du Burkina Faso et son partenaire de l'Alliance globale pour le Carité basée à Accra sont venus demander non seulement d'être le patron de cette rencontre, mais aussi solliciter l'appui du gouvernement burkinabé pour la réussite de l'organisation de cet événement annuel. On aura plus d'une centaine d'acheteurs mondiaux, à peu près une cinquantaine de cosméticiens qui vont venir non seulement développer des marchés porteurs, surtout pour plus de 300 femmes au niveau du Burkina Faso qui sont dans le maillon de la collecte et de la production pour qu'elles puissent avoir de meilleurs marchés. C'est une rencontre d'affaires. Il y aura le B2B, il y aura des rencontres qui vont déboucher sur des grands contrats qui vont être signés fermement. Il y en a qui vont être des promesses et nous avons la table filière Carité qui est l'interprofession qui va accompagner toute cette dynamique pour que ça se réalise dans un délai court, moyen et long terme. À la suite des acteurs de la filière Carité, c'est au tour du secrétaire permanent du G5 Sahel d'être reçu par le chef du gouvernement. Lui aussi est venu demander le soutien de l'État burkinabé. Le G5 Sahel a été créé en février 2014 à Nouakchott. En décembre dernier, la convention a été adoptée par les chefs d'État. Le Niger avait le poste de secrétaire permanent. Ma candidature a été proposée. Les chefs d'État ont accepté cette candidature. Donc il est tout à fait normal que je vienne me présenter aux autorités du Burkina, remercier les autorités pour avoir accepté ma candidature au poste de secrétaire permanent du G5 Sahel et demander leur appui, leur soutien pour me permettre de mener à bien cette mission qui m'a été confiée. Le G5 Sahel regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Dès le mois prochain, les responsables de la sécurité de cette organisation vont se retrouver à Nouakchott, en Mauritanie. En ligne de mire, ils ont la création d'un centre d'études stratégiques commun pour mieux faire face aux menaces sécuritaires. Et la secte islamique Boko Haram est l'une de ces menaces du moment. Et en parlant de sécurité, les forces armées nationales du Burkina ont reçu ce matin à Ouagadougou un important matériel remis par l'ambassade des États-Unis d'Amérique d'une valeur de plus de 10 milliards de francs CFA. Ces équipements sont destinés au bataillon Godal 1 et au 31e escadron de maintien de la paix en instance d'être envoyés au sein de la MINUSMA au Mali. Reportage Olopoda. Le geste ne cesse de se répéter au profit des forces armées burkinabées engagées sur le champ des opérations de maintien de la paix.
et cette nouvelle main tendue du gouvernement et du peuple américain au Burkina Faso s'exprime par des véhicules blindés, du matériel médical et de génie militaire, des effets d'habillement et de campement et des pièces de rechange. Ce lot de matériel logistique et de transport est destiné au bataillon Gondal 1 et au 31e escadron de maintien de la paix, tous deux devant être déployés prochainement au Mali. Ce matériel correspond exactement au mémorandum d'entente entre les Nations Unies et les pays contributeurs de troupes. Et nous avons l'assurance qu'avec la formation du personnel qui a commencé, nous serons en mesure de toujours faire honneur au Burkina Faso dans les opérations de soutien à la paix. Au Mali, nous avons déjà un bataillon de 850 hommes qui sont déployés et nous apprêtons d'ici la fin du premier semestre et de déployer un second bataillon à 850 hommes et une FPU. C'est vrai, le terrain au Mali est difficile et donc vous suivez l'actualité internationale, nos hommes sont très sollicités et nous devons pouvoir en tout cas assurer le soutien logistique de ces équipements, assurer leur maintenance afin que nous puissions les utiliser le plus longtemps possible. D'un coût estimé à plus de 10 milliards de francs CFA, ce dont vient enrichir la longue liste des actes concrets qui émaillent la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso, surtout dans le domaine de l'appui aux forces armées nationales. Quand on voit que c'est du côté de la coopération, c'est entre les deux peuples, l'équipement ne suffit pas si on n'a personne pour l'utiliser. Et nous sommes très contents de voir la performance, d'observer la performance de tous les bataillons qui sont passés par ici. Le contingent burkinabé vraiment performe avec professionnalisme. Et donc nous sommes très contents, nous, le peuple américain, nous sommes très contents de pouvoir les accompagner. La collaboration militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso a débuté en 2007 et s'est renforcée au fil du temps à travers des dons de matériel et des formations des cadres de l'armée burkinabé et de contingents destinés aux opérations de paix. Il faut rebâtir une justice burkinabé au service du peuple et cela passe nécessairement par les États généraux qui vont se tenir du 24 au 27 mars prochain. En attendant ce rendez-vous, une série de consultations est organisée par le ministère de la Justice. Ainsi, aujourd'hui, les organisations de la société civile se sont réunies à Ouagadougou. Reportage Jacques Lamissa-Tarpaga. Le manque de confiance est ce qui semble caractériser les relations entre la justice et les citoyens au Burkina Faso. Et pour rebâtir cette confiance, il est prévu des états généraux de la justice. Les organisations de la société civile, pour leur part, apportent des propositions. Elles sont réunies pour un diagnostic du système judiciaire. Nous savons que le magistrat, en tout cas, n'est pas libre aujourd'hui de rendre un verdict. Parce qu'il y a interférence du politique dans le travail des juges. Il y a un certain nombre de considérations qui fait que le citoyen lambda, face à des difficultés, préfère se remettre au bon Dieu, estimant que ça ne sert à rien d'aller à la justice parce qu'il n'aura pas raison. Cette rencontre préparatoire permettra une mise en commun des réflexions, un dialogue direct voulu par le ministère de la Justice. C'est de pouvoir exprimer leurs préoccupations sur la justice, exprimer tout ce qu'ils ont à reprocher à la justice, parce que nous savons qu'il y a des problèmes et que beaucoup de gens ne font plus confiance en notre justice, à tort ou à raison, mais c'est bon de laisser les gens s'exprimer. Et à partir de là, maintenant, nous pourrons ensemble aussi chercher les solutions. Les États généraux de la justice en fin mars vont aboutir à un pacte de responsabilité collective pour le renouveau de la justice, assorti d'un mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation. Un forum sur médias et transition politique au Burkina s'est tenu vendredi et samedi dernier à Ouagadougou à l'initiative du groupe d'études et de recherche en sciences et techniques de l'information et de la communication, GERSTIC. Il s'agissait de montrer le degré d'implication des médias dans le processus de transition en cours actuellement au Burkina. Claudine Bikaba. L'on se rappelle encore les 30 et 31 octobre le rôle joué par la presse dans l'insurrection populaire.
Aujourd'hui, c'est une autre ère qui traverse l'histoire du Burkina Faso, la transition politique. La presse n'est pas en marge de ce contexte particulier. Nous avons voulu organiser ce forum-là pour réfléchir sur le rôle des médias durant l'insurrection populaire, mais également pour définir des pistes d'action des médias dans le cadre de la transition, comment les médias doivent se comporter concrètement afin que la transition soit une réussite et que le Burkina Faso puisse renouer avec une vie constitutionnelle normale. Ce forum qui a réuni une quarantaine de participants a pour objectif de partager les meilleures connaissances avec eux afin de maintenir et de renforcer le rôle d'éveil et d'interpellation des médias. À cet effet, plusieurs communications ont été données sur, entre autres, la responsabilité de la société civile dans la transition, médias et politique, impartialité et neutralité des médias en période électorale. C'est toujours bien de confronter les médias, la société civile, les partis politiques, parce que finalement, ce sont les acteurs. Voici les vrais acteurs du changement. Et il est de bon ton que chacun sache véritablement quel est son rôle, comment il doit le jouer et jusqu'où il peut et ne peut pas aller. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on assiste à effectivement ce que certains pourraient appeler une sorte de division sur certains sujets, parce que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que notre mission principale, c'est quand même l'intérêt du collectif, c'est-à-dire du peuple. Ce forum a été organisé par le groupe d'études et de recherche en sciences et techniques de l'information et de la communication GERTIC avec l'appui financier de l'International Media Support IMS. Les syndicats membres de la CCVC observent depuis ce matin une grève de 48 heures. Cette grève fait suite au sitting du 4 février dernier qui était destiné notamment à protester contre la faible baisse du prix des hydrocarbures. À cela viennent s'ajouter 7 autres points de revendication. Le mouvement a touché toutes les villes du Burkina, à l'image de Gawa, où les Gawalais ont déserté leur lieu de travail. Reportage Sébastien Zongo. Ce mardi 17 février est en principe jour d'école, mais les classes sont fermées à l'école centre de Gawa. Un peu plus loin, au lycée provincial et municipal, les classes sont ouvertes, des élèves sont présents, mais là aussi, pas de cours. On est venu, il n'y avait même pas... Le surveillant n'est pas là, la porte était ouverte. Aucun des professeurs n'est venu, jusqu'à l'heure. Sur le motif de l'absence des enseignants, les élèves ont des explications. Que les professeurs ne sont pas d'accord parce que pour mettre l'argent n'est pas suffisant pour mettre les essences sur la moto et venir nous encadrer. Donc ils sont partis pour voir le Premier ministre. Le Premier ministre aussi n'a pas accepté de faire descendre le prix de l'essence. Donc ils ont décidé de gréver. Les enseignants sont au piquet de grève à la place des Manguiers au secteur 4. Avec d'autres travailleurs du public et du privé, ils observent un arrêt de travail de 48 heures, en plus des revendications nationales comme la baisse d'au moins 150 francs du prix du carburant. Ils adressent une demande spécifique au gouverneur du Sud-Ouest. C'est par rapport au traitement des salaires et indemnités des agents au niveau de la région du Sud-Ouest. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à ce niveau. Et ça a été décentralisé, déconcentré et ces collections deviennent plus dures que quand c'était centralisé. Mardi 17 et mercredi 18 février, le piquet de grève est continu de 8h30 à 17h. Il sert en même temps de lieu de formation des travailleurs sur le mouvement syndical. Toujours à propos de cette grève, Pégé Ouédraogo a interrogé cet après-midi le secrétaire général de la CGTB, Bassoloma Bazié. Il revient sur 2 des 8 points de la plateforme revendicative, à savoir la baisse du prix des hydrocarbures et la relecture de la loi 013. Le point porte sur la réduction du prix des hydrocarbures. Nous l'avons montré que c'était possible à 2 niveaux. En considérant d'abord le plan conjoncturel où le coût du baril est passé au niveau international de $130 en 2012 à $45 à nos jours. Il y a le tableau structurel sur la base duquel nous avons revendiqué la réduction des prix des hydrocarbures depuis 2006.
avec preuve à l'appui, nous avons fait des démonstrations. L'État même a reconnu la possibilité en 2008, ce qui a conduit à la prise d'un décret avec la mise en place d'un comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Dans ce décret, cette structure était chargée d'analyser effectivement ce que nous avons fait comme démonstration et concéder à une réduction du taux des taxes perçues par l'État sur les prix des hydrocarbures. Parce que de nos jours, par litre de produit d'hydrocarbures, l'État reçoit en moyenne 250 francs CFA par litre. Donc pour nous, de notre point de vue, nous estimons que c'est trop. L'État peut revoir la structuration des prix des hydrocarbures en refaisant une lecture conséquente, bien sûr en adjoignant les acteurs sociaux. Du reste, hier, nous avons envoyé une correspondance à son Excellence le Premier ministre pour lui dire qu'à l'issue de notre rencontre du 13 février, nous ne sommes pas convaincus des arguments qui ont été avancés, parce que quand on vient dire que la Sonabi est déficitaire à près de 50 et quelques milliards, à la rencontre du 13, on vient nous dire que ça fait 105 milliards, il n'y a pas de conformité entre les propos d'un jour à l'autre et il n'y a pas de crédibilité non plus, parce que nous avons revendiqué à ce qu'il y ait un audit de la Sonabi, que les fautifs soient arrêtés, qu'ils soient indiqués et qu'ils soient traités conformément à la loi de notre pays. Le deuxième point, c'est la relecture de la grille salariale, mais en commençant bien sûr par la relecture de la loi 013 qui porte au régime juridique applicable aux agents et aux emplois de l'État. Nous avons estimé qu'en réalisant cette loi, ça devait déboucher sur la relecture de la grille salariale, chose qui a été déjà acceptée par le régime précédent suite à des luttes, à des négociations, où nous avons commencé par la relecture de la grille indemnitaire. Et il avait été retenu qu'à l'issue de la relecture de cette grille, on devait enchaîner avec la relecture de la loi 013. C'est à l'issue de la relecture de la loi 013 qu'on devait relire maintenant la grille salariale. Donc ce sont des engagements qui sont déjà pris. Ces engagements sont consignés dans des rapports. Nous considérons que même si des ministres ont changé, les techniciens au niveau des ministères n'ont pas changé. Dans un tout autre chapitre à présent, la première session ordinaire de l'année 2015 du conseil d'administration du secteur ministériel CACEM du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat s'est achevé aujourd'hui. Les échanges se sont focalisés sur les acquis de l'année dernière et les actions à mener au cours de cette année pour répondre aux nombreux défis du département. Reportage Aruna Mare. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'année 2015 du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat se tient dans un contexte où les entreprises burkinabées tentent de se remettre des événements de fin octobre. Des événements qui ont aussi contribué à l'adoption d'un budget d'austérité au niveau de l'État. L'année 2015, il est question de regarder un peu par rapport à l'activité, au rapport d'activité de 2014, voir ce qui a été exécuté et ce qui n'a pas été exécuté. Et dans le programme examiner également le programme d'activité 2015 pour faire des projections par rapport aux activités qui sont programmées. Nous avons constaté une baisse de 11% de notre budget. Il est question également de discuter sur des plaidoyers par rapport à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers compte tenu de cette réduction. Pour l'atteinte des objectifs, le ministre invite les cadres de son département à redoubler d'efforts. Les défis, c'est de travailler à aller vers une industrialisation plus poussée du pays. C'est vrai que l'insurrection des 30 et les 31 octobre a touché un peu le secteur aussi bien commercial qu'industriel. Donc il faut travailler à apaiser un peu le climat et à rassurer les opérateurs économiques que le pays, c'est toujours un pays dans lequel on peut investir avec des espoirs de pouvoir tirer des gains de profit. Les 2 jours de travaux devraient déboucher sur l'adoption d'un document de plaidoyer pour le financement du plan d'action 2015-2017 de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Réunion à Ouagadougou des spécialistes des changements climatiques pour valider le plan national d'adaptation PENA. C'est un document qui propose des solutions d'adaptation aux effets des changements climatiques et qui constitue un espoir selon le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Reportage Zalissa Sanfo. Sécheresse, inondations. Les effets des changements climatiques sont visibles et leur impact sur la vie des populations aussi. Et c'est pour apporter une réponse adéquate à ce problème que les acteurs intervenant dans le domaine se sont réunis ici à Ouagadougou.
Ils vont feuilleter ensemble le document sur le plan national d'adaptation au changement climatique, l'amender et l'adopter. Un document élaboré à partir des résultats de différentes études climatiques et qui constitue un espoir. Ça constitue un espoir qui parle d'adaptation au changement climatique, parle d'innovation, parle d'anticipation. On anticipe sur certaines réalités parce qu'il ne faut pas attendre que les changements climatiques nous engloutissent, soient totalement effectifs avant de chercher à adopter notre politique de différents secteurs à ce changement. Donc c'est un document qui anticipe grandement sur les changements climatiques. Une fois validé ici, le document sera soumis en Conseil des ministres. Puis, à l'issue de l'examen final, il servira de référentiel, de guide dans toutes les actions de lutte contre les effets du changement climatique. L'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO a procédé aujourd'hui au lancement de 2 projets qui concernent la pisciculture au Burkina, création d'opportunités d'emploi des jeunes dans le secteur agroalimentaire via des systèmes aquacoles et des chaînes de valeur du manioc en Afrique de l'Ouest et validation et dissémination de systèmes intégrés d'aquaculture. Ce sont là les enjeux de ces 2 projets. Les précisions de Frédéric Etienne Bassenga. Un plus pour l'atteinte des objectifs assignés au secteur des ressources halieutiques. Opportunités d'emploi pour les jeunes, ces 2 projets lancés par la FAO, système aquacole et chaîne de valeur du manioc en Afrique de l'Ouest et dissémination de systèmes intégrés d'aquaculture-agriculture sont une contribution à la réduction de la pauvreté des jeunes et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles au Burkina Faso. Quand les jeunes n'ont pas d'emploi, ils ont tendance à se verser dans d'autres pratiques blâmables. Et le fait de pouvoir les occuper à gagner honnêtement leur vie à travers l'aquaculture, c'est aussi un objectif louable. Et puis, de manière générale, si nous développons bien l'aquaculture, on aura beaucoup plus de poissons dans nos assiettes et on renforce ainsi le problème de base de la FAO, l'éradication de la faim et la lutte contre l'insécurité alimentaire. Si le premier projet, lui, va prendre en compte la mise en place des alevins, leur élevage, leur transformation et leur commercialisation, le deuxième, quant à lui, va se charger de disséminer les systèmes d'élevage de poissons intégrés à la riziculture. Et quand il s'agit de lutte contre le chômage, surtout dans le secteur des ressources halieutiques, il y a un homme qui se réjouit, le premier responsable du secteur. Vraiment, nous sommes comblés, surtout que l'un des projets s'intéresse à une problématique, une thématique majeure, l'emploi des jeunes. Voilà, donc vraiment, nous sommes comblés par rapport à ces 2 projets. Nous tenons à vivement remercier la FAO pour cet accompagnement. Durant cette journée, il sera question de partager avec toutes les parties prenantes les objectifs, les activités et les résultats de ces projets qui vont coûter 57 millions de francs CFA. La bilharziose est encore présente dans le village de Tougou, à quelques kilomètres de Ouayouya. Une étude menée par l'Institut international supérieur et de recherche des yeux fait cette révélation. Les résultats de l'étude ont été restitués aux habitants de la localité le 13 février dernier. Reportage Jacques Lamissa-Tarpaga. La bilharziose, on en parle peu, mais la maladie est encore présente au Burkina. Une étude menée sur le barrage de Tougou dans le Yatenga par l'Institut international d'enseignement supérieur de recherche 2IE a permis de faire la situation. L'idée, c'est de comprendre les dynamiques de la population de cet escargot et les mettre en lien avec les pratiques sociales et économiques des villageois pour traduire un risque global d'infection de la maladie et pour aussi voir comment ça serait possible de limiter, voire éliminer la maladie dans Tougou. À ce stade, ce qu'on a pu déterminer, c'est vraiment ce que peuvent faire les habitants de Tougou et un changement de comportement, typiquement en termes de contamination de l'eau, c'est-à-dire l'urination, d'uriner ou de déféquer à l'air libre. Donc ça, c'est vraiment un comportement qui peut être changé et qui peut réduire vraiment le risque d'infection. L'étude est restituée sur place dans le village avec à l'occasion d'une séance de sensibilisation. Les résultats des étudiants des DSUE sont une source d'information pour une meilleure stratégie de lutte. C'est très important que la perception de la population de ces maladies est prise en compte dans les méthodes de lutte. Et c'est ça l'intérêt
de l'atelier et de ces échanges qui permettent aux populations et aux services détenus de co-construire ensemble la solution de l'élimination. L'Institut international d'enseignement supérieur et de recherche est initié un programme projet dénommé D'autres études sont en cours, notamment sur les techniques de récupération des terres. Les fidèles catholiques se préparent à entamer 40 jours de jeûne. Ce mardi, qualifié de mardi gras, marque le début de ces jours d'abstinence et de pénitence. Ce jour est aussi une occasion pour organiser des carnavals. Qu'est-ce que le mardi gras et quelle est son origine? Autant de questions que tentent de répondre Maïmouna Guira et Peggy Ouedraogo. Mardi gras, donc c'est la fin en fait du carnaval qui dure une semaine. Et on dit mardi gras parce que ce jour-là, on mange bien. Et dans un contexte chrétien, puisqu'on est en train d'entrer dans le carême, qui est une période de vaches maigres, où on jeûne, où il n'y a pas de viande, où il n'y a pas de nourriture de prestige. Voilà, donc c'est cette période de bombance. Mardi gras est ainsi le dernier jour et le point culminant du carnaval précédant les rigueurs du carême. Très populaire dans de nombreuses villes comme Rio de Janeiro au Brésil, le carnaval donne à voir des défilés colorés et exubérants. Le carnaval lui-même vient donc du latin à travers l'italien. Carne en italien veut dire viande. Et ça devrait venir donc de carne, donc caro carnis en latin, et levare, enlever. Donc la période donc du carême, c'est une période où on enlève la viande. On ne mange pas de viande, on ne mange rien de gras. Et cette semaine-là était prévue un peu comme une semaine où il fallait vider le grenier, enlever tout ce qui est gras, tout ce qui est viande, pour ne pas être tenté pendant le temps de carême, donc pour bien vivre le carême. Au Burkina, la tradition n'est pas très ancrée dans les us, mais on peut se laisser tenter par le jeu. Dans cette école primaire de la capitale, chaque année, les élèves attendent avec impatience cette date du carnaval. Nous jouons au football. Nous sommes les étalons du Burkina. En 2017, nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Notre thème, c'est la coiffe traditionnelle. On a beaucoup appris qu'avant de tresser, il faut dire pardon. Seules les femmes des griots pouvaient tresser. J'ai fait la coiffe de Naba Saga. Naba Saga était le roi de Tenkodougou. Quand on fait un tel brassage, vous conviendrez avec moi que les enfants se frottent entre eux, ils apprennent à être avec les plus grands, ils apprennent à se tolérer, ils apprennent d'autres valeurs de se vivre ensemble. En plus de cela, il y a l'aspect pédagogique, puisque nous travaillons toujours avec un thème. Cette année, le thème, en général, pour le primaire, c'était sur les coiffes. Si dans d'autres contrées, la préparation du carnaval de Mardi Gras est synonyme de dépenses, ici, les enfants ont laissé parler leur imagination. Des cartons de lait ou de sucre récupérés et décorés ou tout simplement des dessins sur des papiers et le tour est joué. On ne peut que les admirer pour les semaines de travail patient qui ont été nécessaires pour donner vie à chacun de ces costumes et masques de carnaval. La revue de presse des quotidiens de ce mardi est signée Abdoul Rasmane Zongo. Et le pays affiche à la une, les populations dénoncent une magouille dans le projet de construction d'une cité Sokojib à Yagma. Ce sont les propos d'un représentant du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Pour Omar Sabo, il faut faire d'abord la lumière sur les malversations dans la gestion antérieure. L'entreprise Sokojib et l'ex-maire de Signoguin n'ont pas impliqué les populations à la base. Notre confrère, l'observateur Palga, fixe l'attention sur la brigade verte. Les balayeuses de rue, ou les femmes de Simo comme on les appelle, se font de plus en plus rares sur certaines artères de Ouagadougou. Problème d'impayés, se demande le journal. Faux, rétorque Sidi Mohamedou Sissé, directeur du développement durable pour qui les femmes sont bel et bien présentes et agissantes, seulement elles sont constamment redéployées.
En politique, le quotidien d'État Sidoya fait écho d'un vœu d'une organisation de la société civile sur la charte de transition. Écrite en français, elle est inaccessible à la compréhension de tous les Burkinabés. Selon le coordonnateur du réseau des organisations de la société civile pour le soutien à la transition, la charte doit être traduite en langue nationale pour faciliter la compréhension de tous. Cette traduction de la charte en langue est reprise par le quotidien Les Dernières Nouvelles du Faso, qui en plus fait un clin d'œil à la gente féminine du MPP en ordre de bataille pour la présidentielle. Les femmes doivent s'enrôler et voter massivement pour contribuer à la victoire de ce parti d'opposition. Le quotidien Notre Temps consacre son temps à la démission du secrétaire exécutif national qui reste une actualité selon Ali Badra Ouedraogo, coordonnateur du comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP. Le coordonnateur reproche au secrétaire exécutif d'avoir contribué à impacter négativement la vie du parti. Toujours en politique, notre confrère Le Quotidien aborde dans ses colonnes la sortie religieuse de l'ADF-RDA. Ce parti, dans une démarche de pardon au peuple, demande l'intercession de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Aussi, la vie chère s'invite à la une du quotidien Le Quotidien, pour qui le quotidien des Burkinabés ne connaît pas une amélioration. On a l'impression que c'est la 4e République qui continue de gouverner ce pays, s'interroge le quotidien par la voix des syndicats mécontents et qui sont en grève ces 17 et 18 février. L'apothéose à Banfora titre aujourd'hui le quotidien Aujourd'hui au Faso. Le parti de Zéphirin Diabré a bouclé son périple provincial de séduction et de remobilisation de ses troupes dans la cité du paysan noir. Le message reste le même, la conquête du pouvoir d'État. Voilà, c'est tout pour cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.